Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints dans Longue Vue, une émission portée par l'Unédic qui explore le futur du marché du travail et de l'emploi. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux demandeurs d'emploi et plus précisément aux allocataires, ceux qui sont pris en charge par l'assurance chômage. Alors que beaucoup de préjugés circulent, cette étude nous apprend surtout qu'il n'y a pas de profil type de l'allocataire, mais au contraire, une grande diversité. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Odile Muller, chargée d'études à l'Unédic, et Didier Demazière, sociologue du travail et spécialiste des questions liées au chômage et à la recherche d'emploi. Bonjour à tous les deux. Donc, je le disais en introduction, l'Unédic vient de publier une étude qui cartographie les profils des allocataires de l'assurance chômage. Et on va peut-être commencer avec un petit rappel sémantique, Odile Muller, si vous voulez bien. Au fond, qu'est-ce qu'un allocataire de l'assurance chômage et surtout, en quoi est-ce que c'est différent d'un demandeur d'emploi ? En effet, je pense que c'est important de rappeler cette notion parce qu'elle n'est pas toujours bien comprise. Donc, un allocataire de l'assurance chômage, c'est d'abord un demandeur d'emploi, donc une personne inscrite à France Travail. Et c'est un demandeur d'emploi qui réunit toutes les conditions pour ouvrir un droit à l'assurance chômage, mais il ne sera pas nécessairement indemnisé en fait chaque mois. Donc il faut faire une distinction entre les allocataires de l'assurance chômage et ceux qui sont indemnisés. Fin décembre 2024, on compte 3,8 millions d'allocataires et 2,7 millions d'allocataires indemnisés. Et alors pourquoi certains allocataires ne sont pas indemnisés dans le mois ? Eh bien c'est soit en début de droit, parce qu'ils ont touché une indemnité de fin de contrat, donc l'indemnisation est décalée, soit en cours de droit où l'allocataire travaille. En fait, on peut rappeler dès maintenant que la moitié des allocataires travaillent. Lorsqu'il travaille, il touche une rémunération liée à une activité salariée ou non salariée, et dans ce cas, l'indemnisation est diminuée, voire nulle. Donc certains mois, ils ne sont pas du tout indemnisés. Donc pour résumer, on peut dire que tous les allocataires sont demandeurs d'emploi. En revanche, tous les demandeurs d'emploi ne sont pas allocataires. Donc contrairement aux idées reçues qui sont très tenaces, le fait d'être demandeur d'emploi n'ouvre pas automatiquement à des droits. Et donc là, toute l'étude, elle porte sur les allocataires de l'assurance chômage, donc 3,8 millions de personnes. Alors, donc cette étude statistique, rentrons dedans. Vous avez établi un panorama des différentes catégories en regardant l'événement qui a déclenché la situation de chômage, parce qu'on peut se retrouver au chômage pour tout un tas de raisons différentes que je vais vous laisser présenter. Mais c'est la première fois que vous le faites après le Covid et notamment après les différentes réformes de l'assurance chômage successives, les 3 ou 4 qui ont eu lieu depuis 2017 et puis 2021-2023. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter une petite cartographie des allocataires ? Oui, alors effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on fait une étude sur le profil des allocataires, parce que c'est un peu le cœur de nos sujets dans la direction études et analyse. Mais cette fois-ci, on a voulu faire quelque chose de plus visuel. Et on voulait proposer une vision globale parce qu'on a l'habitude de faire des études, par exemple, sur les saisonniers, sur les frontaliers, sur les ruptures conventionnelles, choses comme ça. Mais là, on a voulu une vision vraiment globale de tous les allocataires de l'assurance chômage, tout en tenant compte quand même de leur diversité. Parce que c'est ce qu'on va voir là, on va se rendre compte en fait qu'il y a vraiment plein de situations différentes. Donc dans un premier temps, on a divisé la population des allocataires en deux grandes catégories. Donc ceux dont la fin de contrat était connue avant leur épisode de chômage, et ceux qui ont vécu une rupture de contrat. Et donc parmi ceux qui, on sait moitié-moitié, ceux qui ont une fin de contrat connue, donc ça peut être un CDD, surcroît d'activité ou CDD de remplacement, ou un CDD saisonnier, les intérimaires, les contrats d'apprentissage, enfin tout ce type de contrats donc, qui ont une fin connue. Et de l'autre côté, la rupture de contrat, c'est donc des licenciements, rupture conventionnelle, et puis tout type de licenciement. Voilà. Et on pourrait simplifier en disant que d'un côté, c'est les contrats courts et de l'autre côté, c'est les contrats longs, mais c'est un peu plus complexe que ça quand même. Donc effectivement, ce 50-50 sur quand on connaissait en amont, quand on ne connaissait pas, donc on voit qu'il y a toute une mosaïque de situations possibles. Est-ce que le poids d'une population dans l'effectif global correspond toujours à son poids financier pour l'assurance chômage ? Je vous donne l'exemple, vous preniez l'exemple des saisonniers, on voit qu'ils représentent 6% des effectifs des allocataires. Est-ce que ça représente aussi 6% des dépenses ? Et si la réponse est non, pourquoi ? Oui, alors effectivement, là on a une répartition des effectifs. Mais si on se concentre sur les dépenses, alors ça sera une répartition différente, effectivement, puisque pour les dépenses, ça va dépendre de deux facteurs, du montant d'allocation dont bénéficie chaque allocataire, qui dépend du salaire, et de la part, dans chaque catégorie, de la part de ceux qui travaillent.
Donc, ce qu'on a vu avant, c'est que quand un allocataire travaille, son indemnisation baisse, donc forcément les dépenses baissent. Donc, dans le cas des saisonniers, ce que vous disiez, donc 6% de saisonniers en effectif, mais ils représentent 4% des dépenses parce que leur salaire est relativement plus faible que les autres et ils ont plus tendance à travailler au cours du droit. Depuis le 1er avril 2025, les travailleurs saisonniers bénéficient de conditions d'accès particulières à l'assurance chômage. Pour tenir compte de la spécificité de leur rythme de travail, ils doivent justifier de 5 mois de travail pour avoir le droit à une allocation chômage, quand c'est 6 mois pour le cas général. Ce, à condition que ces 5 mois de travail soient effectués exclusivement en contrat saisonnier. On peut donner l'exemple aussi des intérimaires, par exemple, 13% des effectifs et 8% des dépenses. Et à l'inverse, les ruptures conventionnelles, ils représentent 18% des effectifs, mais 25% des dépenses. Didier Demazère, vous avez beaucoup travaillé sur le ressenti des chômeurs, des demandeurs d'emploi. Bon, effectivement, on a vu avec la mosaïque qu'il y avait 15 ou 16 situations différentes, mais si on reste sur une vision assez binaire, sur le fait qu'on se retrouve au chômage en fin de contrat ou à cause d'une rupture, est-ce que ça fait qu'on vit son chômage de manière différente ? Alors oui, c'est même une distinction qui est une distinction assez structurante, disons, dans les analyses des expériences en fait, des chômeurs. Traditionnellement, dans les années 70, la majorité des chômeurs, des personnes qui devenaient chômeurs, le devenaient à l'issue d'un licenciement économique et donc d'une rupture de contrat. Donc ça veut dire que le chômage était une situation qui faisait irruption en fait dans une carrière professionnelle, qui était souvent une carrière professionnelle assez stabilisée, assez continue. Et un chômage qui produit un choc comme ça dans la carrière, ça a des conséquences sur la façon de le vivre, et en particulier, ça favorise, disons, un vécu négatif du chômage, c'est-à-dire le chômage vu comme la fin non seulement d'une période de stabilité d'emploi, mais aussi une menace pour l'identité professionnelle, une menace pour l'avenir, avec des effets de déstabilisation des relations familiales, sociales, etc. Et puis, dans l'histoire en fait, du chômage, apparaissent progressivement d'autres manières d'entrer en chômage, et elles prennent une importance croissante. C'est la fin d'un contrat, et donc la fin prévue d'un contrat, donc c'est le chômage prévisible, dans le sens où on sait qu'on va, à la fin de son contrat, on risque de se trouver au chômage, et ça induit en fait des formes d'anticipation de la période de chômage, et donc des formes d'adaptation préalables. Ce n'est pas le choc et la fin de son monde, comme dans le cas précédent, mais ça ne veut pas dire que le chômage est vécu sur un mode heureux, loin de là. C'est une situation qui est toujours négative par rapport à l'emploi, mais c'est une situation dans laquelle il est plus aisé de s'adapter quand il y a une prévisibilité. Cela étant dit, dans les périodes où le niveau de chômage est très élevé, cette distinction-là, elle se floute un peu. En fait. Oui, elle se floute parce que ce qui est en fait majeur, c'est la perception du chômage et des chances de retrouver un emploi. Quand on était dans une carrière stable et qu'on est licencié subitement, on a l'impression que le monde s'écroule et qu'on ne va pas retrouver l'emploi. Mais en fait, quand le niveau de chômage est élevé, la question de la peur de ne pas retrouver d'emploi, les interrogations sur ses chances de retrouver un emploi, elles sont plus généralisées. Et du coup, la différence que j'indiquais précédemment de vécu du chômage entre ceux qui sont en fin de contrat et ceux qui connaissent une rupture de contrat, cette différence-là, en fait, elle s'affaiblit assez considérablement en réalité. Là, on voit qu'il y a une lecture un peu diachronique. En gros, pendant les 30 Glorieuses, on était un peu en plein emploi. Donc, la seule manière de se retrouver au chômage, effectivement, c'était qu'on mette fin à votre contrat. Et puis, depuis les années 80, on va petit à petit s'habituer à toutes ces situations que vous avez présentées, Odile, donc les intérimaires. Bon, il y a évidemment la généralisation de l'intermittence. Et ce que vous nous expliquez, c'est que là, quand le chômage remonte, y compris les personnes qui ont des contrats courts, quand c'est la fin, elles vivent une certaine angoisse en se disant là, je ne vais même pas retrouver ça. Tout à fait, parce qu'en fait, le cycle consistant en fait, à retrouver un contrat court rapidement après la fin du précédent, en fait, c'est un cycle qui est menacé quand le niveau de chômage est élevé. Et de ce point de vue-là,
la croissance en fait des contrats, disons, sinon courts, en tout cas des contrats à temps déterminé, hein, des contrats qui ne sont pas donc des CDI, ça a en fait modifié la perception générale en fait, hein, du chômage comme étant non seulement une expérience potentiellement menaçante, enfin plus générale, et en même temps une expérience peut-être qui offre plus de vulnérabilité, plus de difficultés en fait pour en sortir. Donc ça banalise d'un côté, et d'un autre côté, ça dramatise aussi le chômage. Donc pour résumer tout simplement cette question, d'un événement relativement exceptionnel qui concernait quelques personnes qui étaient licenciées à la fin de leur contrat, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi sont un peu tétanisées par la perspective de ne pas retrouver ou... Alors tétanisé à des degrés différents, hein, Ouais. bien sûr, il y a des inégalités qui sont des inégalités très, très fortes hein, de ce point de vue-là, mais je pense que c'est la distinction entre les licenciements, les ruptures de contrat d'un côté et les fins de contrat de l'autre, qui, du point de vue de l'expérience du chômage, en fait, est en train de s'atténuer. Alors justement, rentrons un peu dans le détail. On va commencer avec celles et ceux qui ont perdu un emploi chez un particulier employeur. Et je vous soumets cette petite pyramide des âges qui nous montre la répartition effectivement entre femmes et hommes. Donc je pourrais dire, au niveau des différences, je pourrais dire celles et ceux par convention pour être un peu inclusif. Mais en réalité, on voit que c'est surtout des femmes qui se retrouvent dans cette situation de perte d'emploi. Comment l'expliquer ? De fait, c'est des femmes qui se retrouvent en situation de perte d'emploi parce que massivement, en fait, hein, ce sont des femmes qui sont salariées de particuliers employeurs, en fait, hein, tout simplement. Et puis surtout, ce qu'on observe, en fait, c'est que cette pyramide des âges, c'est le fait que, en avançant en âge, ces femmes sont plus vulnérables, en fait, au chômage. Puisque le chômage se concentre plutôt au-delà de 40 et même de 50 ans sur cette pyramide des âges, ce qui n'est pas le cas de tous les autres motifs en fait, d'entrée en chômage. En fait, ce que montre la carte que vous avez à l'écran, par rapport aux pyramides des âges, c'est qu'en fonction du type de contrat, on ne se retrouve pas au chômage au même âge. Absolument, on ne se retrouve pas au chômage au même âge, et c'est aussi lié au fait qu'on ne se retrouve pas dans les différents types de contrats non plus au même âge. Si on prend le CDD, on va y avoir plus de jeunes en CDD, la part des jeunes sera plus importante, et en revanche, en CDI, ça sera plutôt l'inverse. Dans vos différents entretiens, dans vos travaux de recherche, vous avez rencontré des profils de demandeurs d'emploi qui sont éminemment différents. Là, qu'est-ce que ça vous inspire, l'ensemble de ces pyramides des âges sur les différentes populations ? Ce que ça m'inspire, ça m'inspire d'abord le premier constat, c'est que on peut être au chômage à tous les âges, hein, parce que même s'il y a des différences selon les motifs d'entrée, malgré tout, il y a des demandeurs d'emploi, enfin des allocataires ici, à tous les âges. Le deuxième point quand même que ça m'inspire, c'est que quand on analyse l'expérience en fait, du chômage, la variable âge est une variable qui est assez structurante, en particulier à travers l'opposition entre les plus jeunes d'un côté. Je ne vous donne pas un âge précis, mais c'est autour de moins de 25, moins de 30 ans, et les plus âgés de l'autre, et alors pareil, c'est plutôt autour de plus de 55 et parfois plus de 50. La différence, elle est la suivante, les plus jeunes sont plus exposés au chômage, ils connaissent plus souvent le chômage que les plus âgés, mais en revanche, ils ont des taux et des vitesses de sortie du chômage vers l'emploi, quelles que soient les caractéristiques de cet emploi, qui sont plus élevés. Donc, on connaît plus souvent le chômage, mais on en sort plus vite. Les plus âgés, c'est exactement l'inverse. Ils connaissent moins souvent le chômage, mais en revanche, quand ils sont au chômage, les temps de sortie sont plus longs, donc ils ont un risque de rester en chômage plus longtemps qui est plus élevé. Et donc ça, évidemment, c'est une différence majeure du point de vue de le chômage d'un côté, qui est un chômage, un passage, une transition entre deux situations d'emploi, versus un chômage qui peut être une sorte de trappe en fait, à chômage pour un certain nombre, pas tous, mais pour un certain nombre de personnes plus âgées. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. On a l'impression que quand on parle du chômage de longue durée, ça ne concerne que les jeunes, alors qu'en réalité, en vous écoutant, les plus de 55 ans, ils sont aussi très exposés. Odile, si vous voulez bien, même exercice, puisque je sais que vous avez beaucoup
travailler sur cette structuration. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette pyramide des âges, avec des différences très saillantes en fonction des types de contrats? C'est vrai que c'est pour moi assez représentatif du travail qu'on a voulu faire, qui est de rendre ces résultats visuels. Donc là, il me semble qu'on voit sur 16 catégories toute la diversité en fait, des allocataires de l'assurance chômage. Quand on regarde, d'ailleurs, les alternants sont à côté, c'est un peu hasard, mais à côté des personnes qui ont été licenciées pour inaptitude, c'est ces deux pyramides vraiment complètement différentes. Et donc, il y a des jeunes, il y a des seniors, des hommes, des femmes, et on voit ici toute la diversité. Et toutefois, les règles d'assurance chômage sont les mêmes pour toutes ces personnes. Didier parlait des plus anciens et il parlait des plus jeunes en nous disant qu'effectivement, ils ont un rapport au chômage qui est différent. Ils reviennent plus souvent vers l'emploi, mais quand même, ce qu'on constate là dans vos graphes, c'est qu'ils arrivent plus souvent après une fin de CDD, une mission d'intérim, une fin de période d'essai. Qu'est-ce qu'il faut en déduire de tout ça? Oui, mais je crois que ça a été dit, hein, c'est la difficulté d'insertion dans le marché du travail. Donc là, oui, les jeunes passent plus souvent par un, voire plusieurs CDD avant d'avoir un CDI. Donc ça, c'est le cas surtout parmi les CDD de remplacement ou pour surcroît d'activité. Mais quand même, ce qui peut surprendre, c'est que, c'est ce qui a été dit, c'est que chez les intérimaires, par exemple, il n'y a pas que des jeunes. C'est le cas aussi des autres motifs, comme les saisonniers, les CDD d'usage ou les CDD d'employeurs publics. Donc à tous âges, on est concerné en fait, par l'assurance chômage, mais de manière différente. Voilà. Je veux bien quand même qu'on reste sur les jeunes avec vous, Didier. Un autre sociologue célèbre, Pierre Bourdieu, disait « La jeunesse n'est qu'un mot ». Une fois qu'on a dit qu'ils étaient jeunes, on n'a pas tout dit d'eux. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces jeunes qui sont surreprésentés parmi les allocataires après une fin de mission de CDD ou une fin d'intérim? Une caractéristique en fait, des jeunes, si on ne retient pas seulement l'âge, c'est que ce sont des entrants en fait, sur le marché du travail. Ils sortent du système éducatif et puis ensuite ils cherchent en fait à amorcer leur carrière professionnelle. Et cette période d'amorçage, qu'on appelle transition professionnelle dans le jargon sociologique, c'est une période qui passe par des stages, des CDD, des petits contrats et aussi évidemment des périodes de chômage. Donc ça c'est un peu, disons, la caractéristique un peu générale de cette période de transition, c'est-à-dire les années qui suivent la sortie des études, la diplomation, disons. Une fois qu'on a dit ça, cette période de transition, cette période donc avant la stabilisation dans un emploi, elle est de durée très variable. Et elle peut être courte, disons de l'ordre d'une année, elle peut être longue, voire très longue, 7, 8, 10, 15 ans parfois. Et cette différence-là, en fait, elle est principalement liée à la formation, au niveau de formation et au niveau de diplôme des jeunes. Et de ce point de vue-là, quand on a commencé à repérer cette période de transition, de difficulté d'insertion professionnelle des jeunes au début des années 80, donc il y a presque maintenant un demi-siècle, on avait déjà observé des inégalités selon le niveau de diplôme. Et ces inégalités selon le niveau de diplôme, presque 50 ans après, elles ont résisté, elles sont à peu près toujours les mêmes et on les observe si on regarde le taux de chômage des jeunes selon le niveau de diplôme, si on regarde le temps d'accès à un contrat à durée indéterminée selon le niveau de diplôme. Donc ça veut dire que, dans ce sens, la jeunesse n'est qu'un mot, c'est que la jeunesse c'est une catégorie qui est extrêmement hétérogène et s'il y a un phénomène un peu commun qui est les difficultés d'insertion professionnelle sur le marché du travail, en réalité, ce phénomène commun, il se décline avec des intensités qui sont sans commune mesure, selon qu'on sort de l'école sans diplôme, ou avec un CAP, enfin les premiers niveaux de diplôme, ou bien selon que l'on sort du système éducatif avec un haut niveau de diplôme, diplômé d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce, par exemple. Le diplôme reste une protection. Malgré tout, ce qu'on constate sur le long terme, puisque vous reveniez au début des années 80, c'est ce qu'avait décrit la journaliste Salomé Saké dans son enquête « Sois jeune et tais-toi ». C'est une insertion pérenne dans l'emploi, de plus en plus compliquée, d'où le fait qu'il y a un nombre croissant de jeunes qui connaissent le chômage, même de façon épisodique, après un CDD, etc. Enfin, la voie royale, je fais mes études, je rentre en CDI et j'y reste, ça désormais c'est réservé à une minorité. Tout à fait. En fait, l'insertion pérenne, elle est décalée dans le temps, elle est retardée, et à peu près, en fait, pour tous les jeunes,
Ce qu'on peut dire, c'est que ce retard d'accès à un contrat stable, il a progressé dans la hiérarchie en fait, des diplômes. Mais il reste que les inégalités, les différentiels entre niveaux de diplôme sont restés stables au cours du temps. Donc, conseil pour les jeunes qui nous regardaient, même si c'est un peu pénible, faites Parcoursup et essayez de continuer. Faites des études. Faites des études, ça vous aidera. Au-delà de la question des âges, évidemment, il y a la question du sexe. Quand on regarde de loin, comme ça, ces différences entre femmes et hommes, on a l'impression que c'est à peu près le même nombre d'allocataires au final. En réalité, ça recouvre des situations beaucoup plus contrastées. Odile, est-ce que vous pouvez nous parler des différences entre femmes et hommes ? Globalement, en fait, on observe autant de femmes que d'hommes chez les allocataires de l'assurance chômage, mais c'est vrai que quand on regarde par catégorie, alors ça dépend vraiment parce que, par exemple, les ruptures conventionnelles, on a une pyramide quasiment totalement symétrique. Chez les alternants, c'est pareil, on observe autant d'hommes que de femmes. Mais alors, dans d'autres catégories, comme les intérimaires, c'est quelque chose de connu évidemment, il y a plus d'hommes intérimaires et beaucoup plus de femmes qui sont employées par des particuliers. Ça vous inspire quelque chose, la différence par genre à l'intérieur ? Non, en fait, je pense que c'est vraiment très bien de montrer ces différences par genre avec les modalités d'entrée en chômage, parce que traditionnellement, en fait, il y avait une thèse qui courait, qui était que les femmes étaient défavorisées par rapport aux hommes face au chômage, plus exposées en gros que les hommes. En réalité, ce constat global, il n'a pas tellement de sens, puisqu'on voit qu'il y a des différences vraiment extrêmement importantes dans la proportion des hommes et des femmes selon les motifs d'entrée en chômage. Donc je pense que c'est un enseignement très, très important. Merci de souligner la qualité de cette étude. Odile, puisque vous avez la tablette, faites ce petit geste de swiper vers la droite, voilà, et on arrive effectivement sur le niveau de diplôme. Alors là, effectivement, c'est un graphe qui est éminemment intéressant aux deux bouts de l'échelle, si j'ose dire. D'abord, on remarque qu'en fait, les moins diplômés ne sont pas les plus nombreux parmi les allocataires. C'est assez contre-intuitif, mais ceux qui ont aucun diplôme ou équivalent brevet sont minoritaires dans toutes les catégories. Et à contrario, BEP, CAP et Bac sont majoritaires. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui est extrêmement contre-intuitif ? Oui, alors déjà, il faut comparer à la répartition des niveaux de diplôme dans la population active. Dans la population active, on a 13% d'actifs qui n'ont pas de diplôme ou ont le brevet. Et là, alors le chiffre n'est pas sur le graphique, mais on peut le citer, on est à 14%, donc un tout petit peu plus. Donc c'est une première chose. Et puis, il faut aussi rappeler qu'on est sur le champ des allocataires de l'assurance chômage, donc des personnes parmi les demandeurs d'emploi qui ne sont pas si éloignées du marché du travail que ça. On ferait le même graphique sur les demandeurs d'emploi, il y aurait plus de personnes sans diplôme. Donc là, on revient effectivement à la première question, le tout début de notre entretien, c'est ce fameux delta de 1,1 million de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui ont décroché, qui ne sont plus dans une logique de recherche active. Et eux, là, on a du mal à les retrouver sur ces graphes-là, en fait. C'est ça alors, pas tout à fait. Là c'est parce qu'on est sur le champ de ceux qui ils viennent... En fait, ils ont travaillé pour pouvoir réunir les conditions d'ouverture de droit. C'est ce qu'on a expliqué tout au départ dans la définition. Ils continuent à travailler d'ailleurs, c'est ce qu'on verra aussi. Et donc, de fait, en fait, ils sont en général plus diplômés que si on était sur le champ global Pour voir les non-diplômés remonter, en fait, il faudrait prendre soit les personnes qui ont épuisé leurs droits après un passage en chômage, soit celles et ceux qui n'ont pas suffisamment travaillé ou très peu travaillé, en fait, qui ont dû justement cette difficulté en fait à trouver un travail du fait du manque de diplôme. Là, on les voit moins. Enfin, ils sont quand même présents, mais on les voit. À l'autre bout du spectre, il y a les plus diplômés. Et bon, là, évidemment, Didier vient de nous expliquer que le diplôme continuait de constituer un bouclier contre le chômage, mais ça n'est pas une armure hermétique, puisqu'on voit que les alternants, les intermittents du spectacle et autres sont très présents. Oui, alors là, ça va être lié, alors pour ces deux exemples assez particuliers, puisque les intermittents du spectacle, ça va être lié à leur filière de recrutement, peut-être que Didier dira ça mieux que moi. Et les alternants, c'est lié aux politiques publiques récentes. On sait que le profil des alternants a beaucoup évolué les dernières années. Et après, on retrouve aussi plus de diplômés du supérieur dans les ruptures conventionnelles ou les démissions pour reconversion.
Alors peut-être aussi que c'est lié au fait que ça précède une création d'entreprise et que ça concerne du coup des personnes plus diplômées de façon générale. Justement, sur ce sujet, les allocataires qui ont bénéficié du dispositif de démission-reconversion, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nombreux à appartenir aux diplômés du supérieur? Depuis 2019, il est possible d'être indemnisé par l'assurance chômage après une démission pour réaliser un projet professionnel comme une reconversion ou une création d'entreprise. Ce, à condition de bien respecter 3 critères. Avoir travaillé 5 ans en continu, avoir un projet professionnel réel et sérieux validé par une commission Transition Pro et avoir été accompagné par un conseiller en évolution professionnelle avant de démissionner. On n'a pas d'enquête très précise en fait là-dessus, mais ce qu'on peut émettre en tout cas comme hypothèse, c'est que par rapport à des enquêtes qui sont des enquêtes un peu latérales, c'est premièrement, c'est qu'une fraction en fait de ces personnes-là sont des personnes qui, disons, à un moment de leur carrière, après avoir fait des études, occupé un emploi correspondant à leurs études, en fait, ont envie d'autre chose et ont envie notamment d'une activité qui soit plus intéressante, plus gratifiante pour eux et donc qui se reconvertissent plutôt du côté de métiers manuels, artisanaux, etc. Et ça, c'est typiquement une carrière de diplômé. C'était le livre enquête de Jean-Laurent Casty sur la revanche des premiers de la classe. Par exemple. Où des anciens de Sciences Po devenaient ébénistes ou pâtissiers. Par exemple, mais il y a une littérature internationale là-dessus également. Donc ce n'est pas du tout une spécificité française de ce point de vue-là. C'est vraiment, je dirais, un mouvement culturel qu'on a du mal à chiffrer statistiquement, mais en tout cas qui est très visible en tout cas sur le marché du travail. Et puis le deuxième point, c'est les ressources qui sont nécessaires aussi pour à la fois négocier un départ et construire un projet professionnel nouveau pour se reconvertir. Et là, on sait par toute une série d'autres travaux qui sont plutôt des travaux sur les reconversions professionnelles que plus on a de diplômes, plus on est à l'aise en fait pour élaborer un nouveau projet alternatif. Et je pense que c'est aussi la trace de ça que l'on trouve dans cette... Oui, qui a su se former, saura se former, donc ça donne une espèce de... Absolument. Est-ce qu'on sait dans la littérature française ou internationale si ce qu'on avait subodoré dans les médias au moment du Covid, la quête de sens, le quiet quitting, le fait qu'effectivement toute une part de la population de cadres ne voulait plus exercer des métiers qu'ils jugeaient moins intéressants, surtout avec beaucoup plus de télétravail, moins de contact humain. On sait si c'était juste une tendance que des journalistes avaient un peu fantasmée ou est-ce que c'est vrai? On ne sait pas le chiffrer en tout cas, mais ce qu'on sait, c'est que c'est antérieur au Covid, hein, donc c'est pas uniquement un effet Covid, hein, loin de là, c'est bien antérieur. Simplement, le Covid, je pense, a un peu mis ça sur le devant de la scène, mais c'est un phénomène qui est plus structurel en fait. Si c'était juste un effet Covid, on pourrait dire que c'est peut-être juste une conjoncture, alors qu'en fait, c'est un phénomène qui est beaucoup plus structurel. Je vous vois abonder, on dit, mais en même temps, vous entendez ce que dit Didier, ce qui est toujours compliqué quand on s'occupe des études à l'UNEDIC, c'est cette population-là, elle est difficile à quantifier, c'est un peu frustrant. Oui, c'est des phénomènes qu'on observe effectivement, mais oui, ça relève de plein de choses. Nous, on n'a pas ce qui a fait, enfin, ce qui est derrière les projets en fait. Donc oui, on est limité quand même. On a beaucoup de données, mais on n'a pas tout non plus. Bon, quelque part, c'est rassurant que tout ne soit pas quantifiable. Petite question un peu ouverte pour rester avec les cadres. Au fond, le fait que les cadres soient très présents dans ces dispositifs de reconversion ou dans les ruptures conventionnelles, c'est assez logique, mais on constate qu'ils sont aussi très présents suite à des licenciements économiques, et ça aussi, c'est contre-intuitif. Après, les cadres, ils vont se retrouver plutôt du côté des ruptures de contrat, hein, puisque les cadres sont plus âgés, sont plus diplômés et surtout, ils sont plus souvent en CDI. Donc, je dirais, statistiquement, on les retrouve nécessairement plus du côté des ruptures de contrat que du côté des CDD. Et après, et en effet, effectivement aussi parmi les licenciés économiques, mais pas tellement davantage que les autres non plus. Didier, comme vous avez beaucoup travaillé sur les profils des différents demandeurs d'emploi, la spécificité des licenciés économiques dans leur rapport au chômage, quelle est-elle? Parce qu'on en parle énormément en ce moment. Je pense par exemple à toutes ces femmes, parce que c'est principalement des femmes qui ont été licenciées du prêt-à-porter ou de la mode l'an dernier. Voilà, il y a eu des plans sociaux très importants, avec une espèce de fatalité en disant, bah voilà, vos emplois ne reviendront pas.
Et donc, j'imagine qu'évidemment, mentalement, c'est encore plus dur à appréhender. Qu'est-ce que les entretiens ont fait ressortir? Alors, je pense deux choses. Donc, la première chose, c'est vrai, c'est que même si ce n'est pas le cas de tous les licenciements économiques, une part des licenciements économiques est le résultat en fait de crises sectorielles. C'était la métallurgie il y a 50 ans, ça peut être le commerce de l'habillement notamment, par exemple actuellement. Et donc crise sectorielle, ça veut dire effectivement que les emplois correspondants à ceux qui ont été perdus ne sont plus présents, et en tout cas pas suffisamment en fait, sur le marché du travail. Et donc l'idée de retrouver l'emploi équivalent à celui qu'on a perdu, évidemment une idée qui perd beaucoup de beaucoup de force, et les licenciés n'y croient plus tellement. Donc ça, c'est un premier point. Et donc ça, évidemment, ça accentue le côté douloureux du licenciement et de la mise en chômage. Premier aspect. Pour permettre aux personnes ayant subi un licenciement économique de rebondir dans de meilleures conditions, l'assurance chômage propose le CSP, contrat de sécurisation professionnelle, un dispositif d'accompagnement renforcé avec une meilleure indemnisation. Depuis sa mise en place, toutes les études prouvent son efficacité pour accélérer le retour à l'emploi. Et le deuxième aspect qui va dans le même sens, c'est que derrière le licenciement, derrière le licenciement économique, il y a souvent des situations sociales qui sont plutôt des âges intermédiaires, plutôt des personnes qui ont fondé une famille, qui ont des enfants, qui ont des prêts immobiliers. Voilà. Donc tout un environnement de vie, en fait, qui est très dépendant du salaire correspondant donc, à l'emploi qui a été perdu. Et donc, le licenciement économique, ce n'est pas seulement la perte d'emploi, c'est la déstabilisation, en fait, de ce mode de vie. Et je pense que c'est un élément extrêmement important qui différencie très fortement le licenciement économique, puisqu'on est là-dessus, et en particulier du côté des cadres, là pour le coup, de la fin d'un CDD pour des personnes qui, justement, sont des personnes qui seraient plus jeunes, qui n'ont pas encore fondé de famille, qui n'ont pas d'emprunt immobilier, etc. Et donc qui ont un mode de vie qui leur permet de s'adapter plus facilement, en fait, à la fin de contrat. Parce qu'ils ont moins à perdre. Mais ce qu'on avait vu dans la dernière émission de Longue Vue, c'est que les demandeurs d'emploi étaient prêts à baisser leur rémunération pour retrouver un emploi en moyenne de 520 €. Et Laurence Bedeau, qui était à votre place, disait ça n'est ni un effort ni un sacrifice, c'est un renoncement. Donc en fait, c'est ça que vous nous dites, c'est que chez les cadres, le fait d'accepter de diminuer sa rémunération d'autant, c'est lié à cette pression nouvelle qui s'instaure, c'est lié à ces licenciements économiques, c'est ça le nouveau contexte qui a changé? Pas seulement le licenciement économique, c'est lié au contexte général. C'est-à-dire, en fait, si on pense que l'économie est prospère et crée beaucoup d'emplois, on n'a aucune raison, ça ne serait pas rationnel, en fait, d'accepter une diminution de sa rémunération. On attend, on cherche et on attend de trouver un emploi correspondant, en fait, à celui qu'on a perdu. Donc, en fait, la question qui est derrière, c'est deux choses. La première, c'est que les enquêtes montrent que, et c'est vrai en particulier pour tous ceux qui avaient un emploi stabilisé et qui l'ont perdu, donc c'est à peu près la moitié, je crois, de votre population, c'est que l'emploi qui est retrouvé, quand il retrouve un emploi, est un emploi de moins bonne qualité que celui qui a été perdu. C'est une question de rémunération, mais c'est une question de distance de domicile-travail, c'est une question de qualification, c'est une question d'horaire de travail, enfin bon. Donc, il y a une perte de la qualité de l'emploi quand on passe par le chômage. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc, ça, c'est une sorte d'anticipation, en fait, réaliste, je dirais, de cette perte qu'on observe dans les statistiques de retour à l'emploi. Le deuxième point, c'est que ce qui est en jeu, c'est à la fois l'anticipation du temps qui va être nécessaire pour retrouver un emploi. Si je pense que je vais retrouver vite et facilement, j'ai aucune raison de diminuer mes prétentions. Et d'autre part, ça dépend de la capacité de résistance, non pas de l'individu, mais je dirais du ménage, du foyer. Si, étant licencié économique, homme ou femme, j'ai un conjoint ou une conjointe qui gagne très bien sa vie, l'amortisseur que représente le salaire du conjoint ou de la conjointe, évidemment, va m'inciter à repousser peut-être un peu plus loin dans le temps l'acceptation d'une rémunération plus faible. En revanche,
si je suis Isolé. isolé, et a fortiori si je suis isolé avec des enfants, alors à ce moment-là, évidemment, l'urgence de retrouver un emploi sera plus forte, et donc la tendance à accepter une rémunération plus faible sera aussi plus importante. Et ce n'est pas par choix, évidemment, on le voit bien, hein, c'est beaucoup plus par nécessité, d'une part, et par réalisme aussi, je dirais, d'autre part. Oui, c'est un peu terrible ce que vous dites, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'on n'est jamais au chômage tout seul, quoi. Il y a toute une société qui bouge autour, un foyer, et qu'en fonction de ses paramètres, on peut plus ou moins rapidement retrouver. Je voudrais qu'on termine par un dernier enseignement de l'étude. Odile, désolé, mais je vous fais travailler. Je vous fais travailler, mais c'est vous qui avez la tablette. C'est notre dernière illustration qui montre les allocataires qui travaillent. Alors, au global, si on voulait aller vite, on pourrait dire qu'il y a un allocataire sur 2 qui travaille. En réalité, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une diversité de solutions en fonction des statuts qui est très très importante, qui peut aller de 1 à 5. Évidemment, il y a le cas des intermittents qui est paroxystique, les employés d'un particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bah ça je pense que c'est le dernier enseignement. C'est un graphique important aussi parce que il met en lumière cette statistique qu'on a déjà citée. C'est donc un allocataire sur 2 travaille. Oui, c'est beaucoup. Et on est loin de l'image en fait du demandeur d'emploi inactif. Enfin. Et oui, alors c'est différent selon les catégories de l'étude, mais quand même si on regarde les personnes qui ont été licenciées pour inaptitude, on est quand même encore à un tiers d'allocataires qui travaillent même dans cette catégorie-là. Mais alors c'est vrai qu'on a certaines catégories où les intermittents du spectacle, ils sont 90% à travailler. Donc ça c'est vraiment lié à au système de l'intermittence, à l'alternance entre contrats très courts et indemnisation. Chez les employés d'un particulier, donc là c'est une forte proportion d'assistantes maternelles. Donc là aussi, alors c'est dans des conditions complètement différentes. Ça ne va pas être des contrats très courts, plutôt des contrats longs à temps partiel qui se cumulent selon les enfants gardés. Enfin, une situation très différente, mais finalement elles sont, alors je dis elles parce que nous on a vu avant que c'était quasiment que des femmes, donc elles sont 74% à travailler. Alors, je continue la liste parce que c'est à chaque fois des éléments très différents. Pour les démissions pour reconversion, on voit qu'on est à 71% d'allocataires qui travaillent, mais alors là, pour le coup, c'est 58% pour une activité non salariée. Donc c'est encore très différent puisque c'est des personnes qui avaient pour projet de créer leur entreprise, donc nécessairement, elles ont cette activité non salariée qui les occupe au cours de leurs droits, quoi. Donc voilà, on ne va peut-être pas tout citer, mais... Non, mais c'est important de distinguer les salariés des non-salariés, parce que le salariat perd en force en fait, sur le marché du travail et de l'emploi depuis 40-50 ans. Et donc effectivement, il y a des non-salariés qui se retrouvent en situation d'obligation, en fait, de continuer à travailler le temps de pouvoir prétendre à autre chose. C'est ça que l'on doit... Oui, et puis enfin, oui. Et on a tendance à oublier en fait cette forme de travail, mais elle représente quand même parmi les allocataires qui travaillent une certaine proportion non négligeable et qui a tendance à augmenter en plus. Didier, dans vos entretiens, quand vous êtes tombé sur ce statut hybride un peu méconnu, Odile le disait à l'instant, pas connu du grand public, de ces demandeurs d'emploi qui travaillent, quel rapport au fond ils entretiennent? Est-ce qu'ils se sentent plus l'un, plus l'autre, parce qu'ils sont un peu... ils ont un peu les 2 identités en même temps. C'est un peu curieux d'être demandeur d'emploi quand on travaille, notamment ceux qui ont été salariés pour inaptitude. Vous nous évoquiez ce chiffre que je trouve terrifiant, un tiers qui continue à travailler. Oui, mais ça, je pense que c'est quand même un point très important. C'est vrai que d'habitude, enfin, ou disons traditionnellement, ou aussi dans la représentation sociale, en fait, on oppose le chômage et l'emploi. C'est-à-dire, on est soit demandeur d'emploi, soit en emploi. Et en fait, le caractère hybride des situations est de plus en plus fréquent, et enfin, les chiffres sont éloquents de ce point de vue-là. Alors, en fait, ça a monté progressivement, hein, le fait que des demandeurs d'emploi travaillent, disons, tout en étant au chômage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que il et elle, puisqu'il y a aussi des femmes bien entendu, cherchent à améliorer leur situation, et donc en fait cherchent une situation d'emploi qui va être plus pérenne, qui va être plus complète, si c'est un temps partiel, qui va être plus rémunératrice aussi, parce que un des éléments, le fait de travailler quand on est au chômage, c'est aussi le résultat d'une nécessité,
une nécessité économique bien sûr, mais aussi le résultat de politiques publiques qui ont beaucoup incité les demandeurs d'emploi à prendre un emploi, même un petit bout d'emploi, avec l'idée que c'est mieux que d'être complètement au chômage, c'est-à-dire mieux pour retrouver une situation stable par la suite. Et puis c'est aussi des stratégies de demandeurs d'emploi qui précisément veulent éviter d'avoir des trous dans leur CV, qui veulent montrer leur motivation. Donc il y a toute une série de mécanismes qui sont pour une part des mécanismes de politique publique, pour une part des mécanismes de l'expérience vécue en fait, du chômage, qui poussent en fait vers toujours plus d'activités en parallèle, en supplément du chômage. Donc c'est analysé depuis maintenant quand même pas mal de temps autour, disons, des stratégies de débrouillardise pour décrocher vraiment souvent des bouts d'emploi, des petits bouts d'emploi à temps partiel, parfois sur des contrats extrêmement courts, etc. Donc c'est, d'un certain point de vue, ça bat en brèche cette idée que les chômeurs se reposeraient tranquillement plutôt que de chercher en fait, à travailler. C'est aussi, de mon point de vue, en fait, un signal d'alerte parce que ce que ça indique aussi, c'est que les situations et le travail indépendant, et en particulier l'auto-entrepreneuriat, participent de cela. Les situations d'emploi qui sont des petits emplois qui ne permettent pas de vivre, en fait, sont des situations qui se multiplient, en fait, sur le marché du travail. Et donc, cette capacité des chômeurs à trouver des bouts d'emploi, c'est à la fois un signe positif si on regarde l'expérience du chômage, et c'est un signe négatif si on regarde la transformation du marché du travail. Et donc maintenant, on a le recul suffisant pour voir qu'effectivement, ce qui était censé être un pied à l'étrier devient une espèce de sas très pérenne dans du sous-emploi? Oui, très clairement. C'est-à-dire que la part en fait, des auto-entrepreneurs qui en ont fait un emploi viable, c'est-à-dire en fait, dont on peut vivre de manière régulière et confortable au regard de ses propres critères, bien entendu, elle est toujours minoritaire et très minoritaire parmi les auto-entrepreneurs, absolument, les micro-entrepreneurs. Merci à tous les deux, c'était assez passionnant, ça nous a aidé à déconstruire certaines idées reçues qu'on a sur les demandeurs d'emploi. Il faut donc rappeler qu'un 1 sur 2 est en travail en ce moment. On espère que ça vous aura aidé un petit peu effectivement à les regarder avec plus de bienveillance et très bonne journée à vous.